retour au Midi Actualité avec Jean-Philippe Trottier. Il est 12h37 sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, vous savez que ça fait depuis longtemps qu'on n'avait pas vu un pays aussi bleu que le Canada, avec un parti conservateur majoritaire au Parlement et des chefs de partis d'opposition tous intérimaires, exception faite du chef du Parti vert. Le décès de Jack Layton est effectivement venu mettre la dernière cerise sur le gâteau sur le Sunday dans ce qui apparaît comme le triomphe absolu de Stephen Harper. Maintenant, l'opposition officielle a-t-elle dit son dernier mot? Mathieu Bock-Côté nous parle donc de l'avenir du nouveau Parti démocratique. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc, un parti sans son chef naturel, ça mange quoi en hiver? Ah ben ça, c'est une excellente question. Merci. Ce qu'on peut se demander en ce moment, c'est le NPD qui est parvenu à traverser de manière victorieuse, à sa manière, les dernières élections grâce à l'illusion Layton. C'est-à-dire, voici un chef qui avait réussi à faire oublier d'une certaine manière le parti dont il était le chef. Eh bien, le NPD des profondeurs, le NPD de sa base militante, le NPD de ses différents courants, de ses différentes factions, de ses différentes tendance, est-ce que le NPD qui avait réussi à se rassembler sous le leadership charismatique de Jack Layton, est-ce que le NPD va être capable de sortir de la course à la direction en conservant la crédibilité acquise lors de la dernière élection? Mathieu, vous dites, je vous interromps, mais vous dites deux choses déjà. Illusion, Jack Layton, et charisme de Jack Layton. Je suis d'accord qu'il y a un charisme, mais peut-être que Jack Layton, au début, pouvait faire illusion, mais enfin, il a quand même prouvé qu'il était capable d'organisation, capable d'un programme, qu'il est capable Jack Layton a fait cette preuve politique. Je parle d'illusion sur le mode suivant. Jack Layton est parvenu à faire campagne avec réussite, il faut en convenir, en se présentant comme le défenseur des gens ordinaires, de la classe moyenne, des classes populaires. Jack Layton est parvenu à interpeller la figure du Canadien ordinaire. Et plus encore au Québec. Un bon Jack. Or, oui, c'était la formule d'ailleurs, les Québécois avaient quand même trouvé le moyen de le nommer. Or, le problème est que le NPD, lorsqu'on regarde le programme du parti, lorsqu'on regarde la culture politique du parti, lorsqu'on regarde son discours, lorsqu'on regarde sa base militante, c'est un parti qui ne correspondait pas à sa nouvelle image. Et j'en donne un triple exemple. Premier exemple, au Québec. Le NPD au Québec est parvenu à rafler l'appui du vote nationaliste, du vote francophone, un vote qui historiquement était placé vers le Bloc québécois et qui s'est transféré vers lui. Or, la base militante du NPD au Québec est une base que j'aime dire quelquefois, c'est quelques activistes communautaires et le quart des étudiants de sciences politiques de Concordia et de McGill. Donc c'est une base militante très très radicale. Vous mettez pas l'UQAM dans le sac? Non, ça, c'est une autre chose. C'est une base très anglophone. Le NPD au Québec est un parti enraciné dans les communautés anglophones. D'accord. Alors le NPD au Québec est un parti qui a une base militante qui n'est pas dans le Québec francophone, et c'est une base dans les faits d'activistes d'extrême gauche. Pour le dire comme ça aussi clairement. À ce point, extrême gauche? Regardez qui se rencontre. Je parle pas de la direction du parti, je parle même pas de la députation, je parle de la base militante. Alors là, vous avez une espèce de rencontre des féministes radicales, des multiculturalistes militants, des anticapitalistes convaincus, des anti-américains professionnels. Je crois que vous aimez pas ce monde-là, vous, non? Non, c'est une description qui me semble objective. Alors, le problème québécois du NPD est déjà visible. Voilà un parti qui s'est fait élire en récupérant le vote nationaliste québécois, mais dont la base militante n'a rien à voir avec ce nationalisme. Il y a un problème canadien-anglais du NPD. Voilà un parti qui a ses racines au Canada anglais, un parti qui a ses racines dans l'Ouest même, et qui a sa base militante, c'est professionnel. Si le NPD était au pouvoir à quelques endroits, c'est dans le Canada anglais, dans les prairies, en Ontario un temps. Or, le NPD, qui est un parti canadien-anglais dans son organisation, dans sa culture politique, est un parti qui existe politiquement grâce au Québec francophone et nationaliste. Alors, ce que vous dites, Mathieu Bock-Côté, pour résumer, c'est que, en fait, la tête devrait être dans les prairies, mais elle se trouve accidentellement au Québec cette fois-ci, parce qu'on a 59 députés. C'est la majorité absolue du parti est là-dedans. Bon, avec beaucoup de néophytes là-dedans. Certains qui vont à Las Vegas pour oui, bien sûr. Ruth Allen. Et qui, elle a dû apprendre 2-3 mots de français depuis, non? Oh, probablement 20 ou 25. Oh là là, vous êtes généreux. Et si je vous comprends bien, Mathieu Bock-Côté, ce parti va imploser parce qu'à un moment donné, il y a deux centres de gravité qui sont pas au bon endroit. Alors, va-t-il imploser? Je ne crois pas. Non. Va-t-il perdre sa crédibilité? Ça, c'est tout à fait possible. Parce qu'il y a un troisième problème. Donc, il y a le problème canadien-anglais du Québec, il y a le problème québécois, il y a le problème canadien, tout simplement, en général. Les Canadiens ont voté pour un parti qui s'est présenté comme une opposition charismatique, un gouvernement de rechange, d'une certaine manière. Le NPD est parvenu à gagner certaines crédibilités
électorale. Or, lorsqu'on regarde la culture politique du parti en général, nonobstant la division entre le Canada anglais et le Canada français, lorsqu'on regarde la culture politique du NPD, c'est un parti qui est encore marqué par une forme de paléo-progressisme. Je donne l'exemple du congrès qui a suivi la dernière élection fédérale, lorsque le NPD a engagé un débat sans trancher pour savoir s'il se réclamait encore du socialisme. Parce que la question était reportée. Donc, on avait fait une proposition dans le congrès du NPD pour remplacer le mot socialisme par social-démocratie. Oui, je me souviens de ça, oui. Ce qui est une forme de crédibilité élémentaire lorsqu'on veut exercer le pouvoir dans une société occidentale. Or, à cause de la pression de la base militante, les purs et durs du NPD qui existent, ceux qui sont justement sous la figure que je décrivais tantôt, c'est-à-dire les multiculturalistes radicaux, les centralisateurs convaincus, des gens qui contestent l'économie de marché, souvent des anti-américains assez radicaux. Donc faites la liste de tout ça. Eh bien, c'est un parti qui a pas été capable de remplacer socialisme par social-démocratie dans la définition même de son article 1. Et ajouter à cela un dernier élément. Voilà un parti dont la base militante ou organisationnelle tient en bonne partie dans les syndicats canadiens. Les syndicats canadiens ont joué un rôle au NPD qui est semblable à ceux des syndicats avec le Labour Party en Grande-Bretagne. Or, l'influence des syndicats au Canada en ce moment est contestée d'une certaine manière et leur capacité à peser dans l'organisation directe d'un parti, surtout avec les nouvelles règles de financement des partis politiques, eh bien, cette capacité à peser est relativisée pour ne pas dire diminuée. Eh bien, tenez l'ensemble des circonstances. De leur côté, il y a ce qu'on pourrait appeler une force d'inertie légitime. C'est-à-dire qu'ils sont désormais dans l'opposition officielle. Ils vont apprendre l'exercice de l'opposition en espérant un jour avoir l'exercice du pouvoir. Donc, ne supposons pas que le parti va éclater. Mais on peut se dire, toutefois, que le leadership de Layton, qui avait donné justement l'image d'un NPD un peu plus lisse, un NPD un peu plus rigoureux. Optimiste, une espèce de côté, le NPD bon vivant, le charisme de proximité de Jack Layton, le NPD bon voisin. Eh bien, est-ce que les différentes tendances idéologique radicale qui avait été occultée par Jack Layton ne risque-t-elle pas de ressurgir dans le cadre de cette course? Est-ce que les tensions entre le Canada anglais et le Québec français ne risquent pas de ressurgir dans cette course? Est-ce que finalement, est-ce que ce parti qui a eu la grâce de son chef pendant un temps, est-ce qu'il ne risque pas de se transformer d'une certaine manière sur la scène fédérale, en ce que le Parti québécois est en train de donner comme spectacle sur la scène provinciale? Et Mathieu Bocoté, est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de parer le problème, pallier le problème, excusez-moi, en élisant un successeur qui vienne du Québec? Ça dépend, parce que est-ce que les Canadiens anglais veulent avoir du NPD, veulent avoir comme chef de l'opposition un chef québécois? La figure de Thomas Mulcair pourrait être une figure de réconciliation aussi. Mais la figure de Mulcair est une figure ambiguë, qui ancien professionnel, ancien cadre d'Alliance Québec, le lobby anglophone anti-loi 101 des années 80-90. De l'autre côté, qui prétend être un défenseur du nationalisme québécois. Alors là, vous avez, puis en plus, cette tension qu'on ne doit pas oublier dans le rapport au Québec. Le NPD est historiquement le parti le plus centralisateur au Canada. C'est le plus centralisateur. Plus que les libéraux, oui. Bien sûr, parce que le NPD, comme tous les partis socialisants d'une certaine manière, croit aux vertus de la centralisation étatique pour être capable de redistribuer les cartes. Le NPD va, par exemple, être favorable à un programme national de garderie, un programme national d'éducation. Le NPD veut s'occuper des champs de compétences provinciales. Alors voilà le parti le plus centralisateur, dont la députation provient de la province la plus décentralisatrice. Vous résumez vraiment ce que vous dites, là. Je crois que c'est un aperçu de la question Canada-Québec telle qu'elle risque de se redessiner dans les années à venir. Parce que la question Canada-Québec, la question nationale aux dernières élections fédérales, certains ont cru que la question nationale était disparue. C'est beaucoup plus complexe. La question nationale a été reconduite dans de nouveaux paramètres. Premièrement, les Québécois ont continué de marquer une différenciation à l'intérieur du Canada. Les Canadiens anglais ont voté pour les conservateurs, les Québécois ont voté pour le NPD. Et on a l'impression souvent que les Québécois votent par différenciation plus que par conviction, non? Est-ce que cette volonté de différenciation ne serait pas une conviction? C'est-à-dire le sentiment que les Québécois ne sont pas des Canadiens. Oui, mais à un moment donné, il faut poser une conviction quelque part et pas toujours dire « je suis pas comme les autres ». Mais cette conviction d'exister au Québec fait probablement partie des choses qui relèvent justement des convictions politiques. Pourquoi ne pas citer, parce qu'on a l'occasion, le chanoine Groux, qui disait « il n'y a rien qui émeut davantage le Canadien français que de lui faire la preuve de sa propre existence ». Alors, de ce point de vue, j'ai l'impression que les Québécois ont cherché à la dernière élection fédérale à marquer
une différenciation à l'intérieur de l'ordre politique canadien, et plutôt que de la marquer avec le Bloc québécois, ils l'ont marqué avec le NPD. Mais il y a un deuxième point, c'est qu'à l'intérieur même du NPD, cette différenciation est visible parce qu'on a donc, je le redis, les deux une tension radicale entre un caucus presque nationaliste, à tout le moins par ses électeurs, et un parti qui, au Canada anglais, révoque jusqu'à dans sa légitimité quelquefois la notion d'autonomie provinciale ou l'autonomie constitutionnelle des provinces. Alors, évidemment, on me dira que la politique n'est pas qu'idéologie, qu'elle est pragmatisme, je suis bien d'accord, mais elle est aussi idéologie. À partir d'un certain moment, des convictions fondamentales sont mises en scène et certaines d'entre elles sont contradictoires. La question qu'on peut se poser, sans prophétiser quoi que ce soit, c'est le NPD sera-t-il capable de surmonter des contradictions qui, pour un temps, avaient été surmontées par le charisme personnel de Jack Layton? Est-ce que ce parti pourra conserver, tout en surmontant ces contradictions peut-être, sa crédibilité? Ça ne m'apparaît pas évident comme réponse. Mathieu Bocoté, donc la crédibilité est en jeu. Maintenant, on parlait aussi d'union avec les libéraux, peut-être sous la houlette de Bob Rae, éventuellement, qui lui, dans tout le tas, est celui qui a le plus de glamour ou d'expérience ou de profil. Et d'affinité avec le NPD. Alors ça, c'est l'autre question qu'il fallait effectivement soulever. Le rapport aux libéraux. Les libéraux, comme le NPD, nous ne faisons pas d'illusions, sont deux partis de gauche. Le Parti libéral, c'est une forme de gauche, centre-gauche humanitaire, internationaliste, droit de l'homiste, chartiste. Les libéraux recouvrent aussi des conservateurs fiscaux aussi. C'est pas juste des conservateurs fiscaux, mais sur les questions sociales, sur les questions culturelles, sur la question de la charte, sur la question du multiculturalisme. Oui. Le Parti libéral est l'incarnation de cette espèce de third way à la canadienne. Donc, le centre-gauche, le progressisme culturel, le progressisme identitaire, centré sur quoi aujourd'hui au Canada? Sur l'idéologie de la Charte des droits. Oui. Le NPD est aussi un parti de gauche, mais comme je l'ai dit, une gauche plus radicale, une gauche dont nous n'avons pas l'habitude au Québec sur la place publique comme parti politique en tant que tel organisé. Donc voilà deux gauches qui ne s'aiment pas nécessairement, parce que le centre-gauche du Parti libéral a tendance à croire que le NPD, c'est le manque de crédibilité absolue, ce sont des idéologues fantasques, et quant au NPD, il a tendance à croire que le NPD, que les libéraux, c'est le Parti libéral, c'est une collection de faux progressistes qui, dans les faits, revendiquent l'étiquette du progrès pour ne pas être des conservateurs comme les autres. Alors vous avez ça, et vous avez par ailleurs le fait que le NPD et les libéraux ont deux cultures politiques très distinctes. Le NPD, culture militante, culture de revendication, culture d'absolu idéologique. Le Parti libéral est persuadé d'être le Natural Governing Party du Canada, comme on dit. C'est un parti de cadres, c'est un parti d'anciens ministres, c'est un parti qui a l'exercice du pouvoir, c'est un parti qui dispose encore de grands appuis dans la fonction publique fédérale, tout comme il dispose de grands appuis à l'intérieur des médias canadiens. Le Parti libéral aimerait bien cette fusion avec le NPD, pourvu que le NPD lui fournisse des militants, des cadres, des députés. Les libéraux avalent le NPD, en fait. Voilà. Mais le problème, c'est que cette fusion possible du NPD et des libéraux aurait été possible à l'avantage des libéraux si les libéraux avaient été un peu plus forts. Mais en ce moment, les libéraux sont réduits à la marginalité. Est-ce qu'une éventuelle division du NPD est la condition de salut, la planche de salut possible du Parti libéral qui dirait le NPD, ce n'est pas sérieux, ce sont des militants, des activistes divisés, nous sommes l'opposition sérieuse, ils sont plus nombreux, nous sommes plus crédibles. Ce qui est certain, c'est que le sort du Parti libéral dépend en bonne partie du résultat de cette course à la direction. Mathieu Bocoté, quand vous dites que ce sont deux partis de gauche, je suis assez d'accord avec vous, mais puis avec certaines nuances quand même. C'est pas la même gauche, mais j'entends parler que ce sont deux partis qui se réclament du progressisme. Et qui ne s'aiment pas forcément. Ça fait penser, vous citiez le chanoine Gros, moi je vais vous citer saint Thomas d'Aquin. Il disait, vous avez fait du latin, vous, à l'école? Je n'en ai pas fait, j'ai une école publique québécoise. Mon pauvre Mathieu. Je sais. Mea culpa. Ah voilà, c'est du latin. Non videntur litigare qua non habent commune. Pour le grand plaisir de vos auditeurs, vous traduirez. Exactement, et pour vous aussi, Mathieu. Les choses qui n'ont rien en commun ne se battent pas entre elles. Donc, il faut que des choses aient quelque chose en commun pour se battre entre elles. Ce qui est exactement ce que vous dites, que ces deux partis se ressemblent un petit peu. Il faut ajouter aussi cette formule qui revient souvent dans l'histoire, on pourrait dire la légende parlementaire canadienne. Oui. Un jeune député arrive en chambre et commence à hurler après l'opposition. Et là, un vieux député agacé à côté de lui explique, il dit, c'est pas comme ça. Dire, les adversaires sont en face, les ennemis sont dans notre camp. Alors, il y a cette idée qu'en politique, effectivement, les guerres les plus féroces sont les guerres civiles. Le Parti québécois en donne un exemple. Le Parti socialiste français en donne un exemple parce que c'est souvent le problème des partis à forte connotation doctrinale que chacun a sa propre interprétation du dogme. Alors, le parti d'en face, on sait que ce sont des méchants.
On sait que ce sont des méchants, ils ne sont pas d'accord avec nous. Hein, ce sont des gens qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas d'idéaux. On sait que ce sont des méchants. Donc, on n'a pas à faire là avec eux. À la rigueur, on leur serre la main. Mais des gens qui, dans notre propre camp, n'interprètent pas le dogme de la même manière que nous, ne sont-ils pas des traîtres, des dissidents? Ne sont-ils pas des faux amis? Eh bien, est-ce que le NPD va nous donner l'image, justement, d'un parti ou une collection de gens qui prétendent avoir un monopole sur le dogme vont se contester les uns les autres en se traitant, justement, de faux progressistes? Ce n'est pas impensable, ce n'est pas inimaginable. Puisqu'on se balance des citations et des anecdotes, il y a aussi, en anglais, on dit « Restez près de vos amis et encore plus près de vos ennemis ». Oui, bien sûr, donc, bien sûr. Et mon Dieu, protégez-moi de mes amis, je m'occuperai de mes ennemis. Alors, c'était quelque chose qui est très visible. Et les courses à la direction dans les partis politiques, ça donne souvent l'image, justement, de ces divisions fratricides. Au NPD, comme je dis, ce n'est pas que la division dans un parti, c'est que ça risque de montrer la division dans un pays. Parce que il y a dans ce parti 2 pays. Oui. Il y a le Québec et le Canada. Il y a 2 pays qui ne se sont jamais si bien entendus que ça, qui peuvent cohabiter pourvu qu'ils soient indifférents l'un à l'autre. Hein. Les déclarations d'amour d'un côté comme de l'autre ne durent jamais longtemps. Sauf aux Jeux olympiques. C'est un mariage de raison. Un mariage de raison et on attend encore le divorce de passion. Mais regardons ce que devient la scène politique canadienne dans les circonstances. Eh bien, est-ce que les tensions qui traversent le Canada vont-elles ressurgir autour, par exemple, d'une candidature Mulcair? Imaginons que le Canada anglais, parce que certains en parlent, le Canada anglais dit « Nous ne voulons pas d'un autre chef québécois ». Imaginons une telle chose. Imaginons inversement que les députés québécois soient finalement mis à l'écart parce que les militants, ce sont tous les membres qui votent dans la course, hein, et pas seulement les députés. Oui. Eh bien, est-ce que les députés, dans de telles circonstances, vont dire « On a été élus, nous sommes la base politique de ce parti et pourtant nous ne sommes pas représentés à juste mesure dans cette course. Regardez à quel point nous sommes ici devant la possibilité d'un beau gâchis. » Mais Mathieu Bocoté, c'est merveilleux parce que le Canada est un pays où on n'appelle pas un chat un chat. Le Québec non plus, du reste, souvent. Donc là, le jeu va être forcément éclairci et les positions vont devoir être prises beaucoup plus clairement, non? Mais regardez à qui est à l'avantage de cette course. C'est à l'avantage du Parti conservateur. Qui va encore clarifier les choses. Mais qui va pouvoir jouer de la division de l'opposition. Oui. Hein. Autant que dans les années 90, les libéraux étaient capables de se maintenir au pouvoir en divisant la droite en 2, entre les conservateurs et les alliancistes. 2003, autant, dans les circonstances actuelles, les conservateurs se maintiennent au pouvoir en divisant les progressistes en 2. Et là, il faut une dernière variable qu'il faut rappeler. Si le NPD, qui s'est fait élire par son électorat québécois, en vient à abandonner d'une manière ou de l'autre l'appui, abandonner les attentes des Québécois, les attentes autonomistes des Québécois, les attentes de reconnaissance des Québécois. Si ce parti qui s'est fait élire grâce à Berthierville retrouve ses racines à Medicine Hat et à Moose Jaw, eh bien, si ce parti décide finalement d'être fidèle à ce qu'il est vraiment, est-ce que finalement l'espace du nationalisme au Québec ne va pas se dégager? De ce point de vue, se pourrait-il que nous assistions de la manière la plus imprévue à une renaissance éventuelle du Bloc québécois? Je ne suis pas prophète d'aucune manière, mais je regarde les choses et je me dis que si le NPD redevient, après l'illusion les thunes, ce qu'il a toujours été, d'abord et avant tout un parti canadien-anglais, centralisateur, multiculturaliste et pas particulièrement sympathique au nationalisme québécois, est-ce que le nationalisme québécois pourrait trouver dans cette course l'occasion de se reconstituer ou à tout le moins d'amorcer sa reconstitution? Pourquoi ne pas confesser ici un espoir? C'est ce que je pense d'ailleurs. Il nous reste 2 minutes, Mathieu Bocoté. Je voulais juste vous poser une dernière question. Vous avez pensé quoi de la dernière lettre de Jack Layton publiée dans les journaux? Mon Dieu, c'est une lettre touchante, bien évidemment. C'est celle d'un homme qui va mourir et qui, toute sa vie, a justement cette forme l'optimisme qu'il caractérisait politiquement était manifestement le reflet d'une vision de l'existence. Il y avait une forme de... Comment est-ce que ça pouvait inspirer autre chose que de la sympathie, de l'empathie, de la tendresse? De l'autre côté, on peut se demander, c'est peut-être le drame, est-ce que cet homme a laissé ici un testament personnel ou un testament politique? Exactement, c'est la question que je voulais vous poser. Alors voilà, je crois qu'il a laissé un testament personnel, un testament existentiel tout à fait touchant. Je ne suis pas certain pour autant qu'on puisse dire qu'il s'agisse d'un testament politique. Peut-on faire de la politique avec des sentiments? Oh, manifestement, c'est tout à fait possible. La question est de savoir si les bons sentiments sont plus efficaces que les mauvais lorsqu'on veut gagner. Mathieu Bocoté, merci infiniment pour ces commentaires très éclairants qui feront certainement réagir beaucoup de monde.